Bonjour à tous et bienvenue dans Tueur en série. Ce mois-ci, on va parler non pas d'une série comme le mois dernier avec Vikings Valhalla, parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire, mais de 3 séries, dont 2 qui ont été extrêmement difficiles à regarder. La première, c'est La Chronique des Bridgerton, dont la saison 2 vient de sortir sur Netflix, et j'ai déjà fait l'effort surhumain de regarder quelques épisodes, alors je vais pas non plus faire toute l'émission là-dessus. J'ai assez souffert, j'ai pas beaucoup envie d'en parler. La deuxième est une série française, Cocorico, on est toujours sur Netflix, et la série s'appelle Drôle et traite de la vie d'un petit groupe d'apprentis humoristes. Et vous savez ce qu'il y a d'amusant, c'est que la série s'appelle Drôle et que c'est marrant, mais la série est pas drôle. Et la troisième série dont on va parler, parce que j'en ai marre de ne vous parler que du négatif, du wokisme et compagnie, j'aimerais également vous conseiller de bonnes séries quand même, et là en l'occurrence, une très bonne série, Better Call Saul, dont la saison finale sortira au cours de ce mois d'avril. Tueur en série, ce qu'il faut voir et surtout ce qu'il ne faut pas voir pour ce mois d'avril 2022, c'est parti. Commençons donc par le plus difficile, comme ça ce sera fait, La Chronique des Bridgerton, saison 2, produite par El Famoso Shonda Rhimes pour Netflix. Et qui dit Shonda Rhimes et Netflix dans la même phrase a déjà tout dit. Pour résumer l'histoire, ça se passe dans l'Angleterre du début du 19e siècle, dans une période qu'on appelle la Régence. Mais pour être plus précis, il s'agit d'une Angleterre du 19e complètement fantasmée et anachronique, et c'est d'ailleurs assumé, on va y revenir. L'intrigue principale se déroule au sein de la haute société britannique, particulièrement dans la puissante famille des Bridgerton, et autour de leur fille aînée, Daphné. C'est alors la saison des mariages, et les jeunes filles sont présentées à la reine, on va y revenir sur la reine, et attendent de recevoir ensuite leurs prétendants, afin d'organiser un mariage. La jeune Daphné, sublime, va tout d'abord avoir les faveurs de la reine, avant de tomber en disgrâce à cause d'une concurrente, et va finir par rencontrer le beau duc de Hastings, Simon Bassett, qui présente la particularité déjà d'être métisse, ça aussi on va y revenir, mais surtout de ne pas vouloir d'enfant, histoire de mettre fin à sa lignée. Sympa. Nos deux jeunes gens vont alors se mettre d'accord pour faire semblant d'être ensemble afin que leurs deux objectifs soient remplis. Pour Daphné, redevenir désirable et convoitée, et pour Hastings, ne pas se marier, ne pas avoir d'enfants et qu'on lui foute la paix. Puis évidemment, ils vont tomber amoureux, etc. Bref, le tout est compté par une voix off à la manière de Gossip Girl. Bon, ça, j'en savais rien, on me l'a dit, parce que sachez que jusqu'à présent, aucune fille n'est jamais parvenue à me faire voir ce truc. Donc, une voix off à la manière de Gossip Girl, ou encore même à la manière de Desperate Housewives. Ça, par contre, je l'ai vu. Je me sens plutôt mal. Et j'aimerais qu'on parle d'autre chose, s'il vous plaît. Et ça tombe bien, puisque c'est littéralement comme ça qu'on pourrait résumer la série. C'est un Gossip Girl en costume empire. C'est assumé, jusqu'au ridicule d'ailleurs, et ça crée un certain malaise. Je sais que c'est assumé, mais c'est pas pour autant que je vais pas en parler. Non seulement le but est de calquer des rapports modernes sur une époque ancienne, moi déjà j'ai horreur de ça, c'est ridicule, mais en plus, l'autre chose qui est assumée, c'est le but de Shonda Rhimes était de nous proposer une régence anglaise racialement intégrée. Ainsi, dans la série, on peut voir partout des personnages noirs faisant partie intégrante de la haute société, avec des titres de noblesse même, ce qui évidemment est absolument ridicule sur le plan historique. Le duc de Hastings lui-même combine les deux puisqu'il est métis, mais en plus c'est une sorte de BG moderne avec la barbe bien taillée, aux yeux sombres un peu à la Lucifer, on dirait clairement un joueur de foot actuel le mec, et dont la seule compétence d'acteur est de froncer les sourcils. Et en plus, désolé, mais en termes de symbolique, le mec veut, je le rappelle, mettre fin à sa lignée et donc à la dynastie des Hastings. C'est pas ouf. Et ce comportement grossièrement moderne en matière de mentalité, surtout dans les mœurs amoureuses particulièrement, on le retrouve partout. Absolument tout est teinté d'esprit moderne, d'idéologie progressiste, féministe et égalitaire. Le tout dans l'Angleterre du 19e. Clairement, on n'est pas à Londres en 1813, on est à Shondaland. Et Shondaland, ça tombe bien puisque c'est d'ailleurs le nom de sa société de production. Et au vu de son œuvre, on ne peut que constater que Shonda Rhimes a, comme qu'il dirait, une toute petite obsession pour ce genre de thématique. Je précise que la série est tirée des livres de Julia Quinn et que tout ça n'était pas dans les livres. Et non, je n'ai pas lu les livres, mais je le sais. Je suis pas fou quand même. Le plus frappant dans l'histoire, et ça avait fait pas mal parler à l'époque, c'est la reine d'Angleterre qui est, je vous le donne en mille, noire. Évidemment, c'est du Netflix tout craché. Et le pire, c'est que le showrunner de la série, Chris Van Dusen, justifie ça par un débat ridicule au sujet des prétendues origines africaines de la reine en question. Alors, sans entrer dans ce débat à la con, voici la vraie reine Charlotte, grand-mère de la reine Victoria,
Et voici la reine Charlotte de Netflix. Avouez que la ressemblance est frappante. Bon, moi j'ai regardé que quelques épisodes parce que c'était vraiment difficilement supportable humainement. Les acteurs sont là juste pour leur physique, il n'y a aucun jeu, leur personnalité n'est pas travaillée, les intrigues sont dévoilées trop vite et plates. On s'ennuie et le wokisme est à son apogée. Du coup, forcément, France Inter a trouvé ça très bien. Je vous cite Marjolaine Boutier sur France Inter. Donc, c'est un casting multiracial et ça change la représentation de ce 19e siècle qu'on imagine trop souvent trop blanc et qui était déjà multiracial, comme en témoignent des Alexandre Dumas et son père. Mais ça veut dire quoi trop blanc déjà, surtout pour l'Angleterre du 19e, et en quoi on a besoin de l'imaginer trop blanc? Enfin, c'est débile. Et puis l'exemple d'Alexandre Dumas, c'est bon, hein, ça fait 1000 fois qu'on nous le ressort. Cet exemple, il est usé jusqu'à la corde, il va falloir se renouveler un petit peu quand même. Enfin voilà, bon ça c'était surtout l'histoire principale de la saison 1, et pour la saison 2 qui vient de sortir, c'est tout pareil, mais en pire. Donc voilà, s'il vous plaît, c'est un conseil d'amis de longue date que je vous donne, ne regardez pas ça. Merci. La deuxième série dont je tenais à vous parler, c'est donc Drôle, c'est comme ça qu'elle s'appelle, sortie également sur Netflix, et c'est une série française, donc je me devais d'aller regarder ça par pure fierté nationale, voyez-vous. Eh bien, j'ai pas été déçu. Je n'ai pas été déçu puisque la série remplit parfaitement le cahier des charges Netflix pour ce qui est de quasiment toutes les sorties récentes françaises en matière de séries sur la plateforme, c'est-à-dire que ça tourne autour de cette thématique et de cette génération, à savoir banlieue, streetwear, racaille, rap, etc. On a vu ça avec Lupin, jusqu'au ridicule, on a vu ça avec Caïd dernièrement aussi, j'en avais parlé. On a vu ça sur Canal également avec la série Validé, qui d'ailleurs est une très bonne série, il faut quand même le dire. On a vu ça avec Braqueur aussi sur Netflix, et maintenant... Drôle, eh bien on est toujours dans cet univers banlieue, street, mais version Jamel Comedy Club. On suit les histoires de plusieurs personnages, 4 en particulier. Nézir, jeune Algérien tout gentil qui veut devenir humoriste, mais n'a pas confiance en lui. Aïssatou, une femme noire qui commence à percer dans le milieu. Oui, elle s'appelle Aïssatou. Personnellement, je trouve que Corinne, ça lui irait beaucoup mieux, mais bref. On a aussi Bling, le chinois de service, qui d'ailleurs est présenté comme tel dans la série, et qui est plutôt sur le déclin et commence à mal tourner, à se poser des questions. Et enfin, Apolline, jeune fille blanche de la haute bourgeoisie parisienne du 6e, qui décide de lâcher complètement ses études d'art pour se lancer dans le stand-up. Tout ce petit monde se retrouve et démarre au Drôle Comedy Club, et voilà, on suit leurs évolutions et leur aventure. Ce qui est marrant, enfin non, c'est pas marrant, je vous l'ai dit, mais c'est justement les parcours croisés entre, par exemple, Aïssatou et Apolline. D'un côté, on a Aïssatou qui part du bas de l'échelle de la banlieue et qui commence à se perdre à mesure qu'elle grimpe, qu'elle devient célèbre et qu'elle veut intégrer le showbiz. Donc ça la fait réfléchir de s'éloigner ainsi de ses racines et de ses amis. Et de l'autre, on a Apolline, petite bourgeoise libertine dont la vie est faite de petites soirées sous MD, qui vit dans un microcosme et dans une sorte de carcan familial ultra caricatural de l'image qu'on aime donner des bourgeois blancs chez Netflix. Elle vit dans la richesse, les codes, sa mère est sous cacheton, elle écoute de la musique classique en fermant les yeux, comme ça, vous voyez, son beau-père qui a joué le même type de rôle dans Lupin, d'ailleurs, si vous le reconnaissez, c'est le prototype du connard de riche prétentieux, bref. Et donc, elle décide de tout foutre en l'air, ses études, ses plans de carrière, etc., de sortir de tout ça, de tout ce qui nous est présenté comme un carcan, la haute, les études, les diplômes, etc., tout ça pour aller faire du stand-up dans une salle pourrie et surtout pour tomber amoureuse de Nézir, le petit rebeu banlieusard tout gentil évidemment. À un moment, on la voit même jouer son spectacle dans une sorte de MJC de banlieue et là, c'est sans doute le moment le plus amusant puisqu'on la voit faire un sketch sur la vie sexuelle des petites filles devant un public d'arabes et de femmes voilées mortes de rire. Là, j'avoue, c'était amusant, bravo, très crédible surtout. Bien entendu, vu qu'on est sur Netflix, en toile de fond, on a des thèmes abordés tels que justement le brassage social avec cette bourgeoisie, cette bourgeoise qui abandonne tout pour un banlieusard et une vie de comique, la déconstruction du patriarcat aussi abordée par les sketchs d'Aïssatou, notamment sur l'utilisation qu'elle fait de ses doigts avec son mec, j'en dirai pas plus, mais elle utilise aussi des carottes parfois. Belle déconstruction du patriarcat. Brassage social, brassage ethnique, déconstruction du patriarcat, donc de la bourgeoisie blanche, féminisme égalitaire, lieu commun à en faire pleurer. Quoi d'autre? Racisme, oui, racisme, on a eu le droit à une scène avec des flics racistes, ça c'est obligatoire. Et puis voilà, on est bon. Manque juste l'humour, quoi. Ah oui, et c'est très mal pensant aussi, il faut le dire. On a quand même une femme, Aïssatou, qui avorte pour sa carrière. Et ça nous est montré comme hyper courageux et super mignon. Et puis on a aussi une blague sur Éric Zemmour.
C'est pas courageux et transgressif, ça. Bon, il n'y a pas que du négatif, il y a des personnages assez touchants, on peut parfois se prendre à l'intrigue, ok. Mais à part ça, c'est du Netflix Made in France actuel, celui que je vous ai décrit tout à l'heure. C'est pas drôle, ce qui est quand même paradoxal, et sans grand intérêt. Bref, passez évidemment votre chemin. Dernière série pour conclure, parce que j'en ai marre de ne vous servir que du négatif, j'aimerais vous parler d'une série que j'adore. Franchement, elle doit être dans mon top 5. C'est sur Netflix aussi, mais pour le coup, c'est bien. Better Call Saul. Pour ceux qui ne connaissent pas, Better Call Saul, c'est le préquel de Breaking Bad, donc ce qui s'est passé avant l'intrigue de Breaking Bad. Si vous n'avez pas vu Breaking Bad, c'est pas obligatoire pour voir Better Call Saul, mais par contre, c'est obligatoire en soi. Franchement, si vous n'avez pas vu Breaking Bad, je me demande ce que vous foutez ici. Donc ça se passe avant l'histoire de Breaking Bad, sauf à chaque début de saison, on a un flash forward en noir et blanc de l'après Breaking Bad, c'est intéressant d'ailleurs. Mais ça raconte l'histoire de Jimmy McGill et son parcours pour devenir avocat, pour devenir Saul Goodman, enfin du moins essayer de devenir avocat, parce que celui qu'on surnomme Jimmy Laglis a une fâcheuse tendance à monter des arnaques et des coups, et ça le suivra jusque dans son nouveau métier, où il se fera sa propre vision de la justice. Le personnage de Jimmy est extrêmement profond et touchant, c'est ce que j'adore dans cette série. Il est remarquablement bien écrit, son parcours, ses doutes, ses tourments intérieurs qui le rongent, sa dualité avec son frère, le très respecté Charles McGill, qui a, lui, eu un parcours classique et irréprochable. Sa relation avec Kim aussi, qui aspire à une respectabilité, mais qui garde, elle aussi, un certain côté Jimmy Laglis au fond d'elle. Bref, c'est totalement génial. C'est le même réalisateur que Breaking Bad, donc forcément, on retrouve sa patte. On retrouve ce cadre si particulier d'Albuquerque et du Nouveau-Mexique. Et ça nous permet aussi d'y voir d'autres personnages de Breaking Bad, et donc d'approfondir leur histoire et leur identité. Mike, bien sûr, dont le parcours est super intéressant, ou encore Gus Fring, dont on voit les débuts et son affrontement avec les Salamanca. La première partie de la saison finale, donc saison 6, sortira le 18 avril prochain, et j'attends ça avec une très grande impatience. Je pense que quand elle sera terminée, je vais tout simplement commencer une dépression en fait, voilà. Cet épisode est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu, j'espère que vous avez apprécié les débunkages comme les conseils. Un autre petit conseil d'ailleurs, comme ça au passage, si vous vous intéressez à la Formule 1, Drive to Survive saison 4 est également sorti sur Netflix et c'est génial là aussi. Alors foncez. Je vous laisse retrouver Arnaud dans 15 jours pour un nouvel épisode et quant à moi, je vous retrouve le mois prochain dans Tueur en série. À bientôt.